Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Frédéric Rosier est avec nous ce soir, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Jean-François Robin de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Jean-François. Bonsoir. Vous êtes directeur de la recherche de Natixis et Vincent Lecartier avec nous également en plateau. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable de l'allocation d'actifs de WeSave. Beaucoup de questions auxquelles on n'a pas encore toutes les réponses, mais les prochaines heures vont être importantes pour l'avenir de la zone euro, je le disais. Qu'est-ce qui vous paraît d'ailleurs peut-être le plus important dans les questions qui se posent aujourd'hui aux investisseurs? Est-ce que le gouvernement italien, est-ce que l'Italie va s'enfoncer encore un peu plus dans la crise politique? Est-ce que le gaz russe reviendra demain à travers le gazoduc Nord Stream 1? Et à quel débit? Est-ce que la BCE sera crédible dans sa volonté de couvrir le risque de fragmentation qui existe en zone euro aujourd'hui? De quelle ampleur sera la hausse de taux de la Banque Centrale Européenne demain? Vincent. Alors, risque politique italien, de toute façon, c'est récurrent. Généralement, un gouvernement italien ne tient même pas une année. Donc, exceptionnellement, Draghi a réussi à tenir beaucoup plus que ses prédécesseurs. Donc, c'est quelque chose auquel les marchés sont en réalité habitués, même si, évidemment, les circonstances en termes de niveau de dette du pays et la possibilité d'une bascule vers l'extrême droite et donc vers un mouvement qui serait anti-européen pose un vrai sujet. Pour ce qui est du gaz russe, de mon point de vue, de façon assez simplifiée, j'ai tendance à dire que on peut comparer ça au Covid, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec un certain nombre d'entreprises qui, du jour au lendemain, ne pourraient plus fonctionner. On les subventionnerait à coût d'euros versés par le déficit budgétaire. Et puis voilà. Enfin, pour moi, c'est pas forcément très grave. Ça veut dire que la croissance décrocherait. Les agents économiques directement pénalisés seraient subventionnés. Et puis derrière, on essaierait de trouver des alternatives, soit pour se fournir en énergie, soit pour basculer vers des nouvelles énergies. Et au fur et à mesure, l'économie se remettra en place. Intéressant. Mais pour vous, du point de vue du marché, vous dites c'est un risque identique au Covid. On couvrira les entreprises qui ne pourront plus opérer à cause d'une pénurie ou d'une rupture d'approvisionnement en gaz. C'est une force majeure et pour moi, ça sera traité de la même manière par les États. Donc d'une certaine manière, alors, ça ne veut pas dire que le marché aura tout de suite en tête ce type de réaction. Mais c'est schéma Covid, quoi. Mais pour moi, c'est le schéma Covid qui doit se reproduire. Pour ce qui est de la BCE, le timing d'annonce demain de hausse de taux est compliqué par la situation en Italie. Mais d'une certaine manière, de toute façon, on doit arriver à une normalisation. Et la question de la gestion des spreads, des écarts de taux entre les pays, était de toute façon quelque chose qu'il fallait programmer tant qu'on n'a pas véritablement une Union européenne pleine et entière. Donc de toute façon, pour moi, ça faisait partie des étapes qui devaient arriver. Le timing est compliqué. Oui, effectivement, il y a une concentration d'événements en quelques heures qui fait que la décision de la BCE sera peut-être difficile à prendre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision sur les marchés, ça fonctionne par rapport aux attentes des investisseurs. Qu'est-ce que les investisseurs attendent de la Banque Centrale Européenne demain? Ça devient presque consensuel maintenant, les 50 points de base. Ça ne l'était pas il y a quelques temps, mais ça devient presque consensuel. En tout cas, il y a une grosse partie aujourd'hui des investisseurs qui pensent qu'on va avoir 50 points de base, notamment parce qu'il y a ce dialogue sur un OMT, un programme qui pourrait soutenir le risque de fragmentation, et ça serait la contrepartie finalement qu'on céderait vis-à-vis de la position allemande si on veut effectivement soutenir l'Italie. Consensus également sur le fait que les trois taux de référence, puisque les taux de dépôt sont à moins 0,50, ça pèse quand même, mine de rien, notamment sur le secteur bancaire. Donc on pourrait effectivement avoir un mouvement de hausse de taux, et je dirais que quelque part, c'est pas forcément un événement majeur, je pense, sur le marché qui est déjà un peu dans cet esprit-là. Donc que la BCE monte de 25 ou de 50 demain, finalement, c'est pas un choc pour le marché. Je pense pas. Par contre, là où il y a un risque, c'est que justement ce programme OMT, je pense. Alors attendez, OMT, il faut revenir un petit peu. Ça nous ramène à 2011, si je ne dis pas de bêtises, 2012 même, c'est ça. Donc à la suite du Whatever It Takes, 26 juillet 2012, on célébrera les 10 ans la semaine prochaine, comme chaque année depuis 10 ans. Non, mais ce programme avait été designé par les équipes de la BCE pour accompagner, rendre crédible la parole de Draghi. Et ce programme était tellement crédible
qu'il n'a jamais été utilisé. Exactement. C'était ça la beauté du whatever. La particularité là, c'est qu'on risque d'annoncer le fait qu'on est en train de réfléchir à un programme, mais qu'on ne donne pas les modalités techniques de ce programme. Donc, ça pourrait supposer que le marché teste un petit peu la dette italienne sur une pré-annonce, mais pas une annonce concrète. Donc, c'est ça peut-être pour moi le risque majeur. C'est de ne pas avoir d'éléments concrets, puisque normalement, un OMT, c'est de manière indéfinie en termes de montant. Oui, mais c'est conditionnalité très forte et surtout sur du voire court. stigmatisante. Voilà, exactement. Donc on verra à peu près quelle est la formulation qui sera appliquée, mais peut-être qu'on n'aura pas les paramètres techniques pour pouvoir justement s'ajuster, et dans ce cas-là, le marché pourrait tester un peu la dette périphérique à ce moment-là. Pour résumer la philosophie des conditionnalités de l'époque attachées à l'OMT, c'était crise des dettes souveraines, donc c'était plutôt des conditionnalités d'un programme d'austérité. C'est ça qu'on demandait à l'État d'appliquer en contrepartie d'un soutien dans le marché de la Banque Centrale Européenne pour sa dette. Je vous laisse reprendre, Jean-François, parce que c'est plus votre domaine. Mais, non, mais complètement. Non, mais moi, j'ai un petit peu un avis un tout poil différent. Moi, je pense que c'est forcément une mauvaise décision demain qui va être prise. Ah, d'accord. Pourquoi ? Parce que, en fait, contrairement à ce qu'on disait quand moi j'étais à la Banque Centrale, qui est de dire never pre-commit, jamais vous liez les mains, parce que justement, l'environnement peut changer très très vite, il peut se passer des choses. Or là, c'est vraiment ce qu'a fait Christine Lagarde et les poids lourds du Governing Council, c'était de dire, bon, read my lips, ce sera 25 BP en juillet et probablement 50, sauf si l'inflation rebaissait, bref, ce sera 50 en septembre, mais ce sera 25 en juillet, ne vous y méprenez pas, ce sera 25. Donc aujourd'hui, effectivement, le marché se dit, puisqu'on laisse entendre que ça pourrait quand même être 50, parce que la réalité, il faudrait plutôt faire 50 BP, ça n'a aucun sens d'attendre. Plus on attend, plus les économies vont ralentir. Il faudrait mieux faire 50. Mais faisant cela, elle se dédierait et mettrait à mal sa crédibilité, puisqu'elle a dit, écoutez-moi bien, je vais faire 25. Donc ça voudrait dire que la parole d'un banquier central n'aurait plus de poids, puisqu'elle ferait autre chose que ce qu'elle a dit. J'aime bien, non mais c'est un point important, Jean-François. Parce que d'autres banques centrales sont passées par là récemment, la Fed notamment, sur son meeting du mois de juin, la Banque d'Angleterre, ils ont tous trahi leur forward guidance parce que la situation, la volatilité macroéconomique fait qu'il y a peut-être un peu de pragmatisme. Et qu'est-ce qui est le plus important pour vous, là, en tant qu'ancien banquier central ? C'est de préserver la parole donnée, quitte à pas prendre la bonne décision, techniquement parlant, au moment où il faut la prendre. La bonne décision normative, ce qu'ils auraient dû faire, c'est pas, encore une fois, parole d'économiste, mais il ferait mieux de faire 50 BP demain, parce que plus ils attendent, plus le FMI vient de sortir un papier intéressant en disant si on coupe le gaz russe, on peut avoir des pertes de PIB de 6 points pour pas mal d'économies. Et vos 50 BP en septembre, vous les oubliez. Et voilà. Donc compliqué quand même. Et dans le même temps, la Commission européenne nous dit ce scénario-là, c'est maintenant le scénario central. Donc ça va être compliqué plus on attend de le faire. Donc ils auraient dû faire 50 BP là. Mais quand même, à partir du moment où ils ont dit qu'on ferait 25, la seule façon de s'en sortir pour moi serait de dire on fait 25. Par contre, les gars, on va accélérer. Et septembre, ce sera 50. Octobre, ce sera 50. On va faire des pas de 50 éventuellement. Ils peuvent tenter un peu de faire un truc comme ça. Là-dedans, et alors le marché, qu'est-ce qu'il price aujourd'hui le marché là-dedans, il price 35 BP. Donc il est pas loin du 50-50. Donc il y a la moitié du marché qui va être déçu quoi qu'il arrive. J'ai vu 100 BP d'ici septembre. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que sur demain, on n'est pas loin du 37,5 qui serait du 50-50. Donc là, on est 55-45 en proba. Donc il y aura forcément la moitié des gens qui seront déçus. Donc pour revenir sur ce qui vient d'être dit, la bonne façon de faire, sans doute, serait de dire à ce moment-là, je donne des gages à tout le monde, je fais 50 BP, mais je sors un instrument anti-fragmentation qui fait je monte vite, mais attention, on va calmer l'histoire de l'Italie, parce que le problème de faire 50 BP aujourd'hui, alors qu'il y a une crise italienne à nos portes et que donc cette récession peut-être qui arrive pour quelques pays européens, ça semble difficile à justifier. Donc la seule façon de dire, c'est je monte les taux assez vite parce qu'il faut le faire, parce qu'il y a 8,6 d'inflation, mais le pendant de ça, je vous offre un instrument anti-fragmentation. Mais pour ça, il faut qu'elle le détaille. Et là aussi, pré-commitment qu'il ne fallait pas faire, on a dit, vous allez voir ce que vous allez faire, roulement de tambour, le 21 juillet, demain, vous aurez les détails. Vous aurez les détails. Or, ce qu'on entend un peu dans le Governing Council, mes petits camarades de jeu, on entend que c'est pas hyper prêt. Et en plus, il y a plein de gens qui argumentent pour dire, de toute façon, faut pas détailler nos mesures, il faut dire qu'on a un gros bazooka qui est armé, mais on le montre pas, mais il faut juste dire, attention, il est là, si je le sors, c'est pour tirer, donc il ne faut pas être trop détaillé.
mais il ne faut pas trop détailler ça. Donc finalement, on se retrouve avec un truc un peu compliqué à jouer. Ils vont forcément décevoir aussi du côté fragmentation. La seule truc qu'elle va devoir dire, c'est qu'il n'y aura pas de limite. Et alors pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, je termine peut-être là-dessus, c'est quand même hyper important ce qui va se passer demain, c'est que soit 25 ou 50, de toute façon, s'ils font 25, ils accéléreront après, s'ils font 50, peut-être que ça leur permettra d'être un peu moins méchants après. En revanche, cette décision sur l'outil d'antifragmentation, c'est un truc central. Si jamais la Banque centrale dit, en fait, moi, à partir du moment où la Commission européenne dit j'ai le droit que l'Italie respecte les guidelines, les guidances, les recommandations de réforme, j'achète de l'Italie sans limite de montant et c'est moi qui décide, sans clé de répartition, sans vendre à l'occurrence l'Allemagne ou l'Italie ou la France, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a plus de risque souverain en zone euro. C'est fini. On est une fédération. Ça veut dire que quand la Fed elle achète des taux américains, elle achète des trésoreries. Si là vous avez l'Espagne, c'est un peu avec cette idée qu'on a vécu à l'époque de Mario Draghi à la tête de la Banque centrale européenne. C'est un OMT permanent. Donc c'est-à-dire qu'en fait il n'y a plus de risque, il n'y a plus de spread souverain. Ou en tout cas il va falloir diminuer les spreads souverains, les primes de risque par État, parce que ça voudra dire que de toute façon dès que ça va s'écarter, vous aurez un lagard put qui fera à la fin. Tout dépend de la lecture qu'on fait du spread. C'est-à-dire pourquoi est-ce que le spread s'écarte ou bouge? Est-ce que c'est pour des questions macro-financières? Est-ce que c'est pour des raisons politiques? Et auquel cas, si l'évaluation n'est pas faite de la même manière par tous les membres, ça va créer. Bien sûr, ça rend la Banque centrale beaucoup plus politique. Parce que quelque part, ça va être assez rapide. Si vous avez Fratelli d'Italia qui est élu, à ce moment-là, la BCE va dire là vous êtes anti-euro, donc je vous laisse vous écarter pour un peu voir la vérité des prix. Et de l'autre côté, si vous avez un gouvernement réformiste qui s'engage à des réformes structurelles comme a fait Draghi, à commencer à sortir le pays de l'ordinaire, à booster un peu la productivité italienne avec plein de succès en plus. Ça a marché, c'est pareil, ça marche ces trucs-là. Là, la BCE interviendrait. Donc la BCE devient dans un jeu très très politique. Dans tous les cas, c'est une étape très très importante vers de la fédération européenne. Ça, c'est hyper important ce qui peut se passer. Et donc, c'est normal que ça prenne un peu de temps, parce que nous, dans les marchés, les horizons de temps, une journée, c'est déjà long. Mais pour tout le monde, mais je suis d'accord. Mais là, ils ont quand même envoyé un communiqué en urgence le 15 juin. J'ai de mémoire, entre le Whatever It Takes 2012, 26 juillet, et le détail du programme OMT, il s'était écoulé 2-3 mois. Je crois que l'OMT avait été présenté en octobre, de mémoire. Octobre, oui, mais ça non, mais l'horizon de temps, il est pas... Donc, on est quand même encore dans les clous. On peut accepter qu'une banque centrale mette un peu de temps à réfléchir à des enjeux aussi. Si on est un peu cynique, on a fait du chemin entre le moment où la Banque centrale européenne n'est pas là pour régler les histoires de spread, où la Banque centrale européenne maintenant est organisée pour gérer les spreads. On voit bien qu'on a complètement changé de paradigme, mais à raison sans doute. Il n'y a pas le choix. C'est un point majeur, comme le dit Jean-François, du point de vue des investisseurs, des marchés, au-delà de la hausse de taux. Et puis de toute façon, on parlera de l'inflation, mais toutes les anticipations d'inflation sont en train de se calmer et de nous dire que l'inflation sera sous contrôle demain, donc on pourra en reparler. Non, mais du point de vue de la fédéralisation de la zone euro, du point de vue de la perception que les investisseurs étrangers auront demain de la zone euro, ce qui se joue à travers ce programme, c'est quelque chose de fondamental? On a déjà eu une première étape pendant la Covid, avec une levée de capitaux commune. Et pour moi, de toute façon, il faut avancer dans ce sens-là. Donc effectivement, si au bout du compte, il faut venir à juger si tel ou tel pays est bel et bien Union européenne compatible, et donc laisser ou ne pas laisser déraper le spread en fonction de ça, je pense qu'au bout du compte, c'est bel et bien comme ça que ça finira par être géré. C'est-à-dire, en clair, soit vous acceptez de rentrer dans l'Union européenne du début à la fin, de jouer le jeu, et à ce moment-là, on vous aidera. Et effectivement, vous aurez des taux d'intérêt qui seront bas parce que vous faites partie de l'Union, parce que vous jouez le jeu. Sinon, vous serez sanctionné, et tant pis pour vous. Quitte au bout du compte à aller jusqu'à la situation extrême de l'Angleterre qui est sortie. Alors évidemment, l'Italie, les conséquences seraient dramatiques parce que c'est en plus un pays euro et non pas livre sterling. Donc ça compliquerait encore plus les choses. Mais je pense que c'est bel et bien la logique. Mais si on pousse le raisonnement un tout petit peu plus loin, ça va vraiment au-delà de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que la Banque centrale est en train de se doter de nouveaux objectifs, notamment de la transition énergétique, etc. Mais on voit aussi que la Commission européenne s'est elle aussi dotée de nouveaux outils sur l'état de droit. Donc on peut tout à fait imaginer à un moment ou à un autre que la Banque centrale européenne dise vous ne respectez pas les objectifs de transition énergétique, donc je ne vous soutiens pas votre dette. Donc on a vraiment un outil qui devient, c'est vraiment un changement institutionnel. C'est pour le pire ou pour le meilleur? C'était le gouverneur de la Banque de Slovaquie
Slovaquie, parce que c'est en Slovaquie, je crois, demain le meeting à Bratislava, enfin, il me semble, qui disait dans un petit thread sur Twitter, attention, on est en train à nouveau de charger la barque de la Banque Centrale Européenne, de lui demander de résoudre Ce serait assez toutes les inédit, en tout questions, cas, hein. tous les Ouais. problèmes. Un vrai filet de sécurité pour l'euro, c'est un filet de sécurité politique et donc budgétaire. Et donc, il ne faut pas se leurrer. Ce que fait la BCE, c'est aussi parce que derrière, l'union politique ne se complète pas. En n'arrive théorie, pas on à disait se- qu'il fallait que ce soit des finaliser. rules driven, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'à ce moment-là, on renforce énormément le pacte de stabilité et qu'il y ait une espèce d'automaticité. Et là, c'est très politique, ça veut dire le pacte de stabilité, c'est les politiques qui le mettent Ouais. en place. Et moi, la Banque centrale, à partir du moment où les politiques, c'est-à-dire la Commission européenne, le Parlement européen dit ça, c'est respecté, moi, Banque centrale européenne, je suis en droit et je peux le faire. Vous disiez quand même, Frédéric, le risque, en tout cas dans l'immédiat, c'est que le programme ne soit pas suffisamment inspirant, crédible, finalisé, détaillé, et que, quoi qu'il advienne de Mario Draghi dans les prochaines heures ou les prochains jours, le marché a quand même un peu testé Ouais, l'idée. il le et fera, de toute façon, à chaque fois il le teste et il le fera. On voit par exemple sur le marché italien qui est un peu attaqué, il y a des valeurs assez liées à l'État, par exemple dans l'énergie et tout ça, qui ont souffert. Donc on voit bien qu'il y a déjà une pression sur le marché action, sur le marché obligataire. Donc oui, clairement, on l'a vu par le passé, systématiquement, on attaque, on regarde un petit peu quelle est la capacité de réaction des banquiers centraux. Donc oui, il y aura, à mon avis, il y aura un petit mouvement quand même, quoi qu'il arrive demain, sur la dette périphérique. Vous disiez, Vincent, pour finir sur l'Italie, mais vous disiez effectivement, on a l'habitude des crises italiennes, oui, 70 gouvernements et plus, je ne sais plus, depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais là, c'est Mario Draghi. Enfin, je veux dire, c'est pas un peu Premier ministre italien ou un président du Conseil comme les autres, d'une certaine manière. Non, c'est un garant de crédibilité. Ouais. Je pense qu'il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu quelqu'un qui représente autant l'Union européenne. Et pour moi, c'est ça, en fait, la problématique. Et c'est quelqu'un qui a en plus parfaitement joué son rôle de gouverneur de la BCE en faisant le whatever it takes. C'est-à-dire qu'il a bel et bien montré qu'il avait la compétence pour, sans utiliser certains instruments, menacer suffisamment les marchés pour calmer tout le monde. Donc oui, c'est quelqu'un qui rassure énormément les marchés financiers et ça aide beaucoup. Donc c'est clair que ça serait pénible pour les prochaines semaines sur les marchés obligataires, sur l'euro, oui, il y a un enjeu significatif. Donc, Ce qu'on ne mesure pas, c'est que, j'étais avec des investisseurs américains tout à l'heure, non mais en fait pour nous, on ne peut pas le dire en France, mais en fait Mario Draghi c'est le Macron français, c'est-à-dire que c'est le garant de la construction, de l'accélération de la construction européenne, c'est vu comme Monsieur Europe, ces deux-là sont un peu les piliers. Et ce que me posait comme question, mais est-ce qu'on n'est pas dans de nouveau une crise européenne qui est en train de se faire, parce que si Draghi tombe et que le PLF français passe pas et que du coup ils sont obligés de dissoudre l'Assemblée nationale et qu'à la fin Macron se retrouve avec un Premier ministre qui lui est plus favorable, etc. Est-ce qu'on n'est pas à l'aune d'une grosse crise institutionnelle européenne, alors que on disait Draghi plus Macron plus quelqu'un plus européen que Merkel, qui était plutôt Madame Niette, et puis finalement on pouvait s'attendre à un petit peu mieux, espèce d'alignement des planètes entre Européens, pro-européens. Finalement, est-ce qu'il n'est pas en train de se péter la tronche, quoi? Et ça, c'est une vraie question. Et vous leur répondez quoi aux investisseurs américains? Non, a priori. Non, mais c'est-à-dire que toujours pareil, dès que l'Europe va bien, à un moment ou à un autre, il y a une petite crise italienne, quoi. C'est pour paraphraser Coluche. Voilà, tous les chemins mènent à Rome, donc c'est dur d'en sortir, quoi. Donc effectivement, là, on revient sur le problème italien, mais honnêtement, ce serait étonnant que si jamais on a un extrême qui vient au pouvoir, à la fin, ça se terminera par un gouvernement de techniciens pro-européens, comme on a vu avec à chaque fois. De toute façon, à la fin, c'est très très dur. Sinon, on sort de l'Europe et là, on voit que c'est pas vraiment une tendance. Il y a plus de gens à vouloir rentrer dans la zone euro. Croatie vient d'y rentrer, plutôt d'en sortir. Donc, c'est pas un club qu'on quitte si facilement. On l'a vu. Le gaz russe, quand même, vous dites, ça devient un scénario central d'une rupture. Alors peut-être pas dès ce jeudi, mais déjà la question du débit va se poser. C'est pas le même débit qu'avant, visiblement. Oui, parce que encore une fois, ce serait dommage de Vladimir Poutine de régulariser le gaz. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de fragmentation encore entre les économies de la zone euro. Tout le monde va pas subir le choc de la même manière sur le plan de la croissance, sur le plan de l'inflation. Ça va créer encore plus de fragmentation. C'est très différent entre les pays qui sont dépendants du
gaz. Donc voilà, des pays, l'Autriche un peu, l'Allemagne, oui, encore un peu plus. Mais voilà, les Slovaques, la Hongrie, des pays comme ça sont très très dépendants. L'Italie, 40% de son mix énergétique c'est du gaz et 40% de son gaz vient de la Russie. Nous, le mix énergétique c'est 15% de gaz, dont 10% qui vient de la Russie. Nous, on est moins concernés, même si encore une fois, la France, on importe de l'énergie de toute l'Europe à cause de nos centrales. Ce que je veux juste dire là, c'est que c'est un truc qui impacte les pays très différemment en fonction de leur mix énergétique, première chose. Et deuxième chose, c'est un truc qui impacte les pays de façon très différente selon si vous êtes relié au grid européen, et c'est tout l'enjeu de maintenant, c'est d'accélérer sur l'éolien et le photovoltaïque, oui, mais aussi de brancher tous les pays entre eux. Nous, la grosse force de la France, c'est qu'on est branché avec l'Espagne, qui elle-même est branchée avec le Maroc, avec l'Algérie, avec du gaz, etc. Et qu'en plus, on a des ports LNG, même si nos centrales ne fonctionnent pas, finalement, on n'a pas trop de problèmes. Mais aujourd'hui, vu que l'Europe, on est à 65% en moyenne de stockage, on doit être à 80% fin octobre. Évidemment, si Poutine attend qu'on soit à 80% de stock, là, il pourra faire ce qu'il veut, on s'en foutra un peu. Oui. Aujourd'hui, le fait de le faire va compliquer notre hiver. Donc c'est maintenant qu'il doit faire le leverage. Donc moi, je ne crois pas du tout à une normalisation de Nord Stream 1 demain. Comme par hasard, il va manquer un boulon. Ou une turbine. Manque une turbine. Voilà, une turbine. Une turbine. Non mais cette turbine n'empêche pas les fournitures de gaz à l'Inde, à la Chine de faire x2. Il en faut deux des turbines. Oui, il dit une turbine, je peux pas tout remettre. Si vous me donnez une deuxième turbine, là, je peux réfléchir à envisager de. Je vous l'annonce, ce qu'il va vous dire, c'est que Nord Stream 2 est une vraie solution, messieurs dames. Ah bah ça, il faut rouvrir Nord Stream 2 que vous avez fait. C'est ça qu'il va dire. Bien sûr. Non mais plus je réfléchis à cette histoire énergétique, cette crise énergétique en Europe et la question du grid, du réseau européen, plus je trouve que le parallèle avec ce qui s'est passé après la grande crise financière, c'est-à-dire l'idée qu'il faut construire un marché, une union des capitaux en Europe, une union bancaire. Là, on retrouve les mêmes problématiques avec la question du réseau énergétique. On a eu cette petite phrase de Olaf Scholz qui disait « Attention, du côté des utilities, des fournisseurs d'énergie, il y a le risque d'un moment Lehman, d'un Lehman effect. » Et on voit effectivement, alors pour l'instant, ça ne coûte rien, c'est quelques milliards ici et là, 10 milliards pour nationaliser EDF, 10 milliards pour sauver Uniper, mais on voit déjà des estimations qui sont beaucoup plus importantes quand on essaye de mesurer ce que le sauvetage énergétique va coûter à l'Europe. C'est marrant, sur l'énergie, on a le même indice de référence finalement et on ne produit pas l'énergie de la même manière. C'est un bazar sans nom. L'Allemagne pollue comme jamais. Aujourd'hui, elle pollue 2 fois plus en émissions de CO2 que la France. On s'est aperçu, ça fait 2 ans maintenant, parce que effectivement, mettre des panneaux solaires à Hambourg, je peux vous dire, en hiver, c'est dur quand même. Et donc, comme il y a eu des rendements inférieurs, effectivement, globalement, l'Allemagne est en difficulté énergétique. Donc, ça s'est accéléré avec le gaz, parce qu'on est dans une transition à marche forcée tant mieux d'ailleurs, vers le green. Mais voilà, il y a une façon, quoi qu'il arrive, on allait se heurter à ce moment-là. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine a quelque part dans sa main, est-ce que l'Europe va rentrer en récession? C'est un risque, honnêtement. Si jamais, effectivement, on coupe le gaz, on y est, quoi. On y est. La deuxième partie de l'année, il faudra y penser sérieusement. Donc, il a cette carte majeure, honnêtement. Et il y a une fragilité qui vient des pays de l'Est. Aujourd'hui, pas de l'Espagne, pas de la France, mais clairement, le mix énergétique est totalement défavorable aujourd'hui, très dépendant de la Russie. Et on a trop de disparités quelque part dans nos sources d'approvisionnement. Vous avez peut-être vu ces problématiques de taxation de l'énergie, notamment en Espagne. Il y a des sujets aussi en Italie. Des profits? Oui, tout à fait. Des super profits des énergéticiens. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est quand même totalement absurde. Les mieux-disants, c'est-à-dire les entreprises les plus vertueuses qui produisent de l'énergie green, aujourd'hui sont taxées. Iberdrola notamment, ce qu'on appelle le Big Four en Espagne. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est taxer les moins-disants et quelque part aider, et c'est le cas des entreprises les plus polluantes, c'est voilà, la sanction qu'on a du phénomène de pénurie de gaz aujourd'hui en Europe. Petite remarque quand même, l'Allemagne est en grande difficulté, mais on est encore en plus grande difficulté qu'elle. Il faut arrêter de dire que l'Allemagne est l'homme malade de l'Europe sur l'énergie. Sur le plan de l'énergie. Non, mais ce que je veux dire, c'est que nous, on importe aujourd'hui l'électricité d'Allemagne depuis 6 mois. On importe de l'électricité depuis l'Espagne et fait nouveau de... Jamais on a vu ça de toute l'histoire. Parce que maintenance du nucléaire, etc. Bien sûr, et qu'on n'a pas de renouvelable.
Mais qu'est-ce qui se passe? On importe de l'électricité de Grande-Bretagne pour la première fois de l'histoire. C'était notre premier client. Donc non, l'Allemagne va pas bien, mais on lui importe de l'électricité. Et le scandale absolu, c'est qu'en plus, évidemment, l'Allemagne, elle a 55% de renouvelables depuis le début de l'année. Donc quand même, nous, on a 22. Donc on peut pas leur donner trop de leçons là-dessus. Malgré le froid, etc., ils font plus de photovoltaïque, ils en font 10 fois plus que nous. En revanche, évidemment, nous, on leur apporte de l'électricité pour partie qui vient du charbon que font les Allemands. Donc, quand on met tous ensemble, là, sur tous les plateaux de télé, l'Allemagne, vraiment, ils sont dans le caca, pardon de cette expression, mais on est nettement moins bien qu'eux. On est un peu tous dans le même Mais là, bateau on de est ce pire. point de Nous, vue. on importe de l'électricité allemande. Il n'y a rien de pire. Bon, le stress hydrique, c'est un vrai sujet. Le niveau du Rhin, on en reparle aussi. Et là aussi, on se souvient, 2018, ça avait été un vrai sujet macroéconomique pour le fonctionnement de l'industrie allemande dans son ensemble. Voir le niveau de la Loire, on est obligé de fermer nos centrales nucléaires. C'est vrai. Mais non, mais c'est vrai. En plus, J'arrête ça, de il y a le regarder à réchauffement l'étranger. Non, mais c'est vrai. Mais non, on ferme des centrales aujourd'hui où on devrait les fermer parce qu'on avait passé des décrets d'exception. Mais en fait, les centrales ne devraient pas fonctionner parce qu'on rejette trop d'eau chaude. Donc en fait, il y a un alignement de plein de planètes défavorables. C'est Oui, un désalignement de planète, là, voilà. pour le coup. Non, mais là, on est dans le mauvais sens. C'est que j'ai le réchauffement climatique qui nous arrive en plein dans la tronche. Passons aux bonnes nouvelles, Vincent. Alors, bon courage. Pourquoi les résultats d'entreprise vont être bons encore ce trimestre? Si c'est ce à quoi il faut se préparer. De façon assez simple. Si on a 2-3% de croissance, si on a 8% d'inflation, c'est-à-dire que les chiffres d'affaires se portent mécaniquement très bien, on a des taux de marge qui étaient au plus haut au premier trimestre, même s'il y a un pincement, de toute façon, les bénéfices vont être très confortables. Donc d'une certaine manière, pour moi, l'indicateur de risque est paradoxalement celui de l'inflation qui commence à décélérer. L'inflation qui commence à décélérer, ça veut dire que le pricing power des entreprises commence à se détériorer et que leur chiffre d'affaires commence eux aussi à être en risque. Donc d'une certaine manière, celui-là de trimestre, moi je ne suis pas du tout inquiet. Éventuellement pour la fin de l'année, on peut se poser des questions, mais pour le moment, absolument pas. Le problème, c'est ce que disait Christian Parizeau hier chez nous, le problème pour les résultats, les bénéfices des entreprises, c'est pas l'inflation, c'est la désinflation. C'est la désinflation, mais bien sûr, tout à fait. Et donc là, ça devrait être encore bon. Ça implique, le marché est prêt à ce que les résultats soient bons ou pas quand on jauge un peu des niveaux de valorisation, du niveau de pessimisme ambiant. Alors là, ça fait 3 jours que ça rebondit un peu, donc on respire tout de suite. Mais on était sur des plus bas il y a encore quelques semaines. Je trouve que le marché a été un peu sévère sur un certain nombre de secteurs. Je pense notamment au secteur de croissance, la techno, le luxe ou ce genre de secteurs qui ont vraiment, boursièrement parlant, énormément été pénalisés de façon très mécanique par la remontée des taux d'intérêt. Mais je trouve que la qualité des résultats, moi je vois pas trop pourquoi le contexte aurait radicalement changé pour ces sociétés et pourquoi ça s'effondrerait. Il y a des phénomènes de change qui vont beaucoup jouer favorablement pour les entreprises européennes. Ouais. Et généralement, les entreprises américaines, elles sont plutôt tournées vers le domestique ou elles sont moins sensibles en tout cas à ce facteur-là. Donc moi, je suis plutôt optimiste sur une contribution positive du change pour les entreprises européennes et par le fait que ça ne soit pas trop négatif sur les entreprises américaines. Quand je regarde la croissance américaine, on est toujours sur quelque chose de très confortable. La problématique de structures de coûts élevées, notamment énergétiques, ils vont payer plus cher leur énergie, so what, hein, ils en ont. Ils le paieront plus cher, mais il n'y a pas de pénurie d'énergie. Il n'y a pas de pénurie. Non, bien sûr. Donc pour eux, je ne suis pas forcément inquiet. Les entreprises de tech, quand il s'agit de gérer une masse salariale, ça fait des années qu'elles n'ont que ça à faire et elles ne sont pas préoccupées ou quasiment pas préoccupées par la question de l'énergie ou des matières premières. Donc je ne vois pas pourquoi ces entreprises, même si effectivement on consomme un peu moins de biens industriels, on se tourne de nouveau un peu plus vers les services. Donc je vois bien qu'il y a des choses qui bougeotent. Mais de là à imaginer que ça va s'effondrer, je vois absolument pas pourquoi. Est-ce que les secteurs croissance, là que vous citez, tech ou la croissance en Europe, est-ce que le marché va dans votre sens ? Est-ce qu'on a des signaux dans le marché qu'en relatif, c'est des secteurs qui commencent à reprendre un peu le dessus ? Déjà en performance relative, ouais. Oui, depuis un mois, ça se voit. Et pour moi, de toute façon, vous êtes sur des sociétés qui ont... déjà, si vous avez une hypothèse de pic d'inflation qui approche,
mécaniquement, vous jouez de nouveau le fait que la pénalisation par la hausse des taux, c'est un phénomène derrière nous. Ouais. Deuxième chose, ce sont des entreprises qui généralement ont beaucoup de cash, qui génèrent énormément de trésorerie. Si les taux d'intérêt sont à 3% aux États-Unis, vous Ça êtes rapporte bien pas mieux de rémunéré l'argent. sur votre Ouais. trésorerie que quand vous étiez à grosso modo à zéro. Donc pour ces entreprises, là aussi, d'une certaine manière, il y a un retour sur investissement qui est sympathique. Enfin, moi, ça me va très bien. Ensuite, dans les phases de ralentissement économique, généralement, ces entreprises ont tendance à avoir une surcroissance qui est très forte. Donc, ce sont, entre guillemets, des havres de paix, des havres de croissance qui sont mécaniquement recherchés par les investisseurs dans les phases de décélération. On va vers une décélération économique. Donc, moi, ça me va très bien d'être plutôt positionné là-dessus. Et comme en plus, la plupart d'entre elles ne sont, pour ainsi dire, pas concernées, ou en tout cas ont un tel pricing power sur la partie matière première, qu'elles s'en fichent complètement. Moi, je suis vraiment à l'aise sur ce type de dossier. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Après, c'est quand même un choc de pouvoir d'achat qu'on n'a pas vu à ce point dans les crises précédentes. Enfin, je me souviens pas qu'en en 2008, en 2010, on se soit posé la question de savoir si on allait acheter le prochain iPhone ou pas. Oui, la réponse était oui, mécaniquement, forcément, tout le monde avait envie d'acheter le prochain. Est-ce que là, c'est encore le cas ? J'aurais tendance à dire que le dernier iPhone, je l'ai acheté. Non, mais je l'ai acheté. J'ai acheté pendant... mon ultime iPhone. Je l'ai acheté pendant la Covid. Je l'ai acheté pendant la Covid. Je l'ai acheté pendant la Covid parce que je n'avais pas le choix. Je n'avais que ça à faire, de rester chez moi avec mon téléphone. Donc, j'ai déjà procédé à cet achat. Donc, est-ce que j'ai une urgence à basculer sur le nouveau ? Non, pas forcément. Mais j'ai tellement d'autres services et d'autres activités qui sont proposées par ces entreprises que je ne suis pas forcément mal à l'aise avec leur business model. Et de toute façon, dans un an, j'achèterai le prochain. Enfin, voilà, c'est pas un sujet. C'est pas un sujet. Frédéric. Oui, alors je vais alors, il y a plein de trucs, allez-y. plein de trucs à dire. Alors, effectivement, sur la croissance, je prends l'exemple de LVMH qui publie le 26. Le marché, grosso modo, attend une croissance de 16%. Un petit rappel, le trimestre dernier, 24% de croissance, 6%, un quart de la croissance qui est due au FX, au Forex. Il faut savoir que LVMH vend beaucoup en dollars. On était sur une base de 1,20, 1,10, donc le mouvement était relativement ampleur. On est à parité aujourd'hui. Donc on peut imaginer que cette part-là... Il double la mise sur les gains liés au Forex. Forex, première chose. Deuxième chose, aller dans les aéroports en ce moment, les duty-free sont remplis à ras-bord. Donc cette activité... Et puis on a du temps pour consommer dans les aéroports en ce moment. Exactement. Faut pas louper la queue quand même. Voilà. Donc, deuxième chose. Troisième chose, c'est des entreprises qui bénéficient d'un vrai pricing power. Donc, je suis totalement à l'aise. Quatrième chose aussi, c'est que j'ai déjà parlé de ce sujet lors de la précédente émission. Mais on a normé les multiples de valorisation. C'est-à-dire que 2020 nous a fait exploser les multiples. Les PE sont passés sur... en gros, je prends souvent cet exemple de Hermès, de 40 fois à 69 fois. Là, on revient sur la norme historique. Donc, on n'est même plus sur un excès de valorisation, hormis peut-être L'Oréal. Mais globalement, on a normé. Donc, on est sur des entreprises qui ne sont pas chères, sur une croissance supplémentaire avec le change, et en plus avec le trafic aérien qui reprend, le duty-free. Donc, et la digitalisation, parce qu'on va dire oui, mais la Chine, elle loque. Oui, mais la croissance du digital est très très forte. Donc ça, c'est un premier point. Sur la croissance. Donc on achète du luxe, quoi. Oui. Vous êtes à l'aise et personne ne vous en voudra de vous planter sur du LVMH sur ces niveaux-là. Deuxième chose, sur la croissance et l'inflation. Je pense réellement que le pic d'inflation aux États-Unis est derrière nous. Et je regarde et... Je reviens, alors je racontais ma vie, je reviens du Canada, j'ai fait beaucoup de voitures, j'ai commencé mon voyage, je payais 2,10 le litre, j'ai fini au bout de 9 jours à 1,75 le litre. Le gallon aux États-Unis est passé de $5 à 4, c'est très volatile. 4,50. Ça a commencé à baisser après la dernière réunion de la Fed, je crois. Alors, mais j'ai deux choses, par exemple, le prix du fret. Le prix du fret, c'est moins 30% le prix du fret en 3 mois. Vous regardez les dernières indications sur les loyers, parce qu'on disait tout le temps, on sortait toujours la même chose. On disait les loyers et tout ça. Le loyer, ça ne monte plus. C'est-à-dire que les derniers chiffres aujourd'hui sur des indicateurs d'acteurs privés. D'accord. On ne parle pas des chiffres qui parce sont que là. dans le CPI, ça monte encore quand même. Non. Là, je ne parle pas de là, mais ce qu'on constate au moment où on se parle, une sorte de plafond. Autre chose, on parlait souvent des véhicules d'occasion. Oui. Ça ne monte plus. Voire ça baisse. Oui. Les prix de l'occasion, des véhicules d'occasion et les stocks remontent. Donc vous additionnez tout ça et vous dites on est à 9,1 aux États-Unis. Il y a bien sûr des éléments volatiles de l'inflation de second tour qui sont là, qui vont continuer. Mais je pense réellement qu'il y a beaucoup de choses qui nous indiquent que les chiffres d'inflation
vont ralentir. Alors on restera peut-être haut, mais il est fort Oui, probable parce que face aux items que vous citez, Frédéric, il y en a d'autres qui continuent de monter et qui sont amenés à continuer de monter. Donc, en net, il faut regarder aussi sur le fret, ce qui pèse. Et... Sur le fret, c'est moins 30% parce que notamment la voie Shanghai, Los Angeles, Shanghai, New York est en forte baisse. Par contre, très forte hausse entre Rotterdam et New York. Pourquoi ? Et on l'a vu lors des publications du PIB du premier trimestre aux États-Unis, la partie importation était très forte. Oui, oui. Et c'est vrai que cette partie importation, quand vous avez un euro aussi faible, qui est un beau soutien aussi pour nos entreprises, on le verra, ça peut être une forme quelque part de déflation importée. Donc, je ne sais pas, j'additionne tout ça, je me dis que je suis pas loin de penser que les derniers chiffres qu'on a connus, effectivement de 9,1, étaient peut-être effectivement ce niveau haut maximum, et dans un marché qui anticipe. Si on commence à avoir des dérivés secondes qui se retournent sur l'inflation, les valeurs de croissance qui ont quand même sérieusement corrigé, on pourrait retrouver quand même... Donc c'est un bon moment, vous dites. Ouais. On verra très le timing. Ouais. L'avenir nous dira si le timing était le bon. Mais vous dites, c'est fondamentalement, c'est un bon moment. Attention, on a des profit warnings aujourd'hui. On a HelloFresh en Allemagne, des modifications de consommation qui sont très très fortes aujourd'hui. Vous avez demandé à des Costco, à des gens comme ça aujourd'hui, ça. Vraiment, pour le coup, c'est radical. Ils n'ont pas vu ce genre de modification de consommation. Donc attention, il faut plutôt aller sur des choses effectivement comme le luxe, mais attention quand même sur une partie de la consommation discrétionnaire. Ouais. Bon, là aussi, sur l'idée qu'il faut réinvestir peut-être tactiquement, là, c'est un bon moment pour le faire. Dans un océan de pessimisme historique peut-être chez les investisseurs. Ça compte aussi, j'imagine, dans ce qu'on regarde pour essayer de déterminer un timing d'investissement, Vincent. De toute façon, il faut être contrariant dans ce genre de situation, surtout si on a un horizon d'investissement qui est suffisamment long. Donc ça, c'est le premier principe pour moi, quoi qu'il arrive. Quand vous voyez les investisseurs être ultra pessimistes... Il y a suffisamment d'excès de ce point de vue-là pour se permettre d'être contrariant avec des horizons de temps... Ça a beaucoup trop de cash, beaucoup trop de couverture. Donc pour moi, de toute façon, les marchés peuvent continuer de baisser progressivement. Mais le décrochage très brutal, hormis une actualité géopolitique ou je ne sais quoi, mais un décrochage qui serait lié au résultat, ça, j'y crois absolument pas. Donc je pense que quoi qu'il arrive, les investisseurs n'ont qu'une envie, c'est d'utiliser leur cash, de lever leur couverture dès qu'ils le peuvent. Donc pour moi, de toute façon, le point bas, je ne sais pas s'il a été fait, mais je pense qu'on va faire un U. Voilà. Je ne sais pas où on en est exactement du U, mais je pense qu'on va faire un U. D'accord. Pour moi, il faut utiliser une partie. On rentre dans une période, toutes choses égales par ailleurs, où il va falloir redéployer au fur et à mesure. Oui, et plutôt aller vers des valeurs défensives de croissance, celles qui profitent de l'hypothèse du pic d'inflation qui sera atteint. Donc pour moi, c'est là. C'est là qu'il faut réallouer. Le high yield, moi je pense que maintenant il y a un rendement qui est satisfaisant. Je ne sais pas ce que seront l'ampleur des défauts, parce que je ne sais pas. Même en cas de récession demain, dans des zones importantes. On est rémunéré pour ça. Vous avez du 9% sur du high yield. Donc pour moi, vous êtes rémunéré aujourd'hui. Pour moi, le point d'interrogation dans les actifs un peu défensifs, c'est l'or. Voilà. Nous, on en a remis un petit peu avec l'hypothèse que le différentiel de politique de taux entre l'Union européenne et la Fed se calmerait. Donc le dollar se calmerait et que du coup on aurait un dollar qui pourrait, un or qui pourrait de nouveau attirer un petit peu les investisseurs. Alors, pas fait grand-chose, mais il n'a pas perdu 20% non plus, contrairement à d'autres marchés. Donc c'est déjà une forme de protection. Et en euros, ça a rapporté. On avait joué en fait... meilleur refuge que les cryptos. Ça y est, on a la réponse. On avait joué en fait les obligations indexées sur l'inflation et on a allégé cette pause pour basculer sur l'or. D'accord. La Fed, donc c'est la semaine prochaine, 75 points de base encore, c'est le baroud d'honneur, et puis après, hasta la vista. Moi, je suis assez d'accord pour dire qu'on est quand même pas loin du pic d'inflation. 1, et 2, nous on prévoit une récession aux États-Unis quand même, donc ça, il y a tous les indicateurs qui vont dans ce sens-là. Encore aujourd'hui, les mises en chantier au plus bas. À quoi, 6-9 mois non, on va avoir un deuxième trimestre qui pourrait être négatif. Alors c'est la récession technique, ça, mais c'est pas d'un point de vue de la datation des cycles. J'ai pas l'impression que ce soit une vraie récession. La récession technique, mais quand vous avez les mises en immobilier qui sont en train de s'écrouler aux États-Unis, la confiance des ménages qui s'écroule, la consommation qui s'écroule, malgré tous tes efforts, la driving season aux États-Unis, c'est la pire depuis 1996. Donc ça laisse pas penser quand même que c'est une économie. La conso aux États-Unis, 70% du PIB. On a une vraie récession aux États-Unis, pas un truc méchant, mais il faut se souvenir que la récession pendant le Covid aux États-Unis, c'est 2 mois. Là, et donc c'est une récession qui se fait sans remonter du taux de chômage.
Chez nous, on pense que le taux de chômage il va à 5,5 en début d'année, en janvier 2023. Donc non, c'est une vraie. Donc ça peut tourner très vite. C'est une vraie. Et le discours de la Fed peut tourner très vite. Quand vous Ça, avez ma une Fed question. qui resserre au plus fort c'est le plus fort resserrement des conditions financières depuis 2008. L'économie américaine qui est très financiarisée, le marché immobilier qui s'écroule, tout ça, ça va quand même peser. Donc l'économie américaine à la fin de l'année, elle a 1% de croissance. On vient de 5. Non, c'est un vrai petit choc quand même sur la croissance américaine qui est en train d'arriver. Et donc, même si l'inflation n'est pas revenue à 2 en fin d'année, ça n'empêchera pas à la Fed de se calmer. Oui, mais ça veut quand même dire qu'on sera peut-être à 5 ou 6 à la fin d'année. On essaie le trend, on va descendre vers 4. D'accord. Bon, merci beaucoup, messieurs. Il ne reste plus qu'à délivrer donc pour la BCE demain et la Réserve fédérale la semaine prochaine. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Jean-François Robin, Natixis, Vincent Lecartier, WeSave et Frédéric Rosier, Mirabeau étaient avec nous en plateau.